Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, Cameroun, Paul Biya bat un nouveau record d'absence. 50 jours que le président âgé de 93 ans a quitté le pays pour la Suisse sans la moindre apparition publique. Alors que le pouvoir tente de rassurer, l'opposition, elle, fustige un pays en pilotage automatique. En Côte d'Ivoire, l'hommage rendu ce mardi à Hamidou Koné, ce livreur assassiné il y a 3 semaines lors d'une livraison à Abidjan. Mais pour de nombreux membres de la profession, ce drame doit servir d'électrochoc face à des agressions qui se multiplient. Enfin, 6 médinas séculaires des Comores ont été inscrites samedi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles sont les témoins de l'architecture swahili et des anciens sultanats de l'archipel de l'océan Indien. Cette reconnaissance devrait favoriser leur préservation. Les images à voir en fin d'édition. 50 jours, nouveau record d'absence d'apparition publique pour Paul Biya, parti du Cameroun le 7 juin dernier. Le chef de l'État, âgé de 93 ans, dont 44 ans au pouvoir bientôt, n'a plus été vu en public depuis cette date. Une absence qui alimente des débats au sein de la classe politique. L'opposition dénonce un pays en pilotage automatique. À Yaoundé, la correspondance de Marcel Amoko. Habitué des absences prolongées à l'étranger, le président camerounais vient de battre un nouveau record. 50 jours sans avoir été vu en public depuis qu'il a quitté le Cameroun le 7 juin dernier pour un court séjour privé en Europe selon un communiqué du cabinet civil. Après la publication d'un article de Jeune Afrique affirmant que Paul Biya avait été hospitalisé dans une clinique de Genève, le gouvernement camerounais avait apporté un démenti formel affirmant même que le chef de l'État camerounais regagnerait son pays dans les prochains jours. Depuis, plus rien, silence radio. Il n'en fallait pas plus pour relancer le débat sur ces absences prolongées du numéro 1 camerounais. Joshua aussi, le député du SDF, le Social Democratic Front, dénonce un pays sous pilotage automatique, tandis que son collègue Jean-Michel Ninche demande au Conseil constitutionnel de constater la vacance du pouvoir. Problème, aucun texte ne règle cette question. Une hérésie, selon le politologue Stéphane Accord. Les manières d'interpréter ce que serait l'empêchement du président sont relativement vagues, particulièrement floues. Donc on peut être dans ce cas une absence physique du territoire, mais en même temps, de quelle manière cela est constaté ne laisse pas beaucoup de champ à la fois aux citoyens ou aux partis politiques de l'opposition notamment pour déclarer qu'il faudrait constater la vacance. Du côté du cabinet civil, on rassure, Paul Biya va très bien et n'a jamais été hospitalisé. Il pilote le pays depuis Genève, tandis que le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, gère les affaires courantes depuis Yaoundé. Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée pour le retour de Paul Biya au Cameroun. Autre titre de ce journal, en Côte d'Ivoire, 3 semaines après le meurtre d'Hamidou Koné, livreur pour la plateforme Yongo, tué lors d'une course à Abidjan. Des coursiers se sont réunis ce mardi sur les lieux du drame. Un hommage, mais aussi un nouvel appel à une meilleure protection d'une profession confrontée quotidiennement aux agressions. Makamara et Damin Kofi à Abidjan. Ils sont venus rendre hommage à leur collègue 3 semaines après sa disparition. Le nom d'Hamidou Koné est devenu un symbole de résilience pour des livreurs réunis sur les lieux du drame. Ils observent un moment de recueillement avant de reprendre la route. Mais au-delà de cet hommage, ces coursiers décrivent un métier de plus en plus exposé aux agressions, aux vols de motos et aux attaques sur certains axes de livraison. La paix s'est installée chez de nombreux livreurs. Suite à la situation tragique de notre collègue Koné Amadou, on a constaté que nos collègues qui avaient l'habitude de descendre tard dans la nuit ont arrêté le travail à partir de 18 h. Alors nous voulons une fois de plus leur rassurer qu'ils continuent de travailler tranquillement et que la police joue son rôle. Sa mort aujourd'hui fait que l'État jette un regard favorable sur nous. Sa mort montre vraiment l'insécurité que nous vivions avant. Sa mort aujourd'hui montre toutes les souffrances, toute la galère de tous les livreurs du Côte d'Ivoire. En réponse, le gouvernement promet de renforcer la lutte contre les acteurs de ces violences. Il y a un maillage du territoire aujourd'hui qui est fait. C'est donc l'occasion de dire à tous les criminels qu'ils ne sont pas cachés. Aujourd'hui, la police a les moyens. Si vous commettez un crime, l'État met en parenthèse ce qu'il faisait pour traiter cela. On se concentre sur vous et vous ne pourrez pas échapper. Dans l'affaire Hamidou Koné, 4 personnes ont été condamnées, 2 à la réclusion criminelle à perpétuité
pour son meurtre, les 2 autres à 10 ans de prison pour celle de la moto volée. Les condamnés devront également verser 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la famille de la victime. Amadou Kone avait 24 ans. Il laisse derrière lui 2 enfants. C'est une affaire qui secoue la Guinée. Un adolescent emprisonné pour une fraude présumée au baccalauréat est décédé après quelques jours d'incarcération à la maison d'arrêt de Kindia, une ville située à près de 130 km de Conakry. Il avait été condamné avec plusieurs autres candidats à une peine d'1 mois de prison ferme. Les explications de notre correspondant Malik Diakité. Mamadou Djoumaba, 17 ans, candidat au baccalauréat, aurait été surpris en train d'utiliser un téléphone portable pendant les épreuves du baccalauréat guinéen le 15 juillet dernier. Il avait alors été arrêté avec plusieurs autres candidats soupçonnés de fraude. Traduits en justice, ils ont été reconnus coupables et condamnés à 6 mois de prison, dont 5 avec sursis. Alors que Mamadou purgeait sa peine à la prison de Kindia, son état de santé s'est brusquement dégradé. Transporté d'urgence à l'hôpital, l'adolescent a succombé quelques jours plus tard. Selon sa famille, Mamadou Djoumaba souffrait de drépanocytose, mais son état de santé se serait aggravé en raison des conditions de détention à la prison de Kindia. Plusieurs organisations de défense des droits humains réclament l'ouverture d'une enquête indépendante afin d'établir les circonstances réelles de la mort du jeune homme. Elles dénoncent également le recours à des poursuites pénales contre des élèves soupçonnés de fraude aux examens. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye était ce mardi à Bamako pour une visite de travail. Une rencontre à forte portée diplomatique quelques jours après seulement sa prise de fonction à la tête de la CEDEAO. Reçu par Assimi Goïta, le chef de l'État sénégalais a évoqué la sécurité régionale et les relations toujours au point mort entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. On l'écoute. Naturellement, nous avons eu l'occasion d'aborder d'autres points au cours de nos échanges, tenant compte aux questions de paix et de sécurité au niveau de la sous-région, mais notamment sur les voies et moyens de lutter efficacement contre le terrorisme qui ne cesse de s'étendre et menace toutes nos populations. Car je l'ai redit, la disponibilité du Sénégal à accompagner le Mali dans cette épreuve pour faire face ensemble aux défis multiples ainsi qu'aux menaces à la paix, à la stabilité dans toute la région et au-delà dans tout le Sahel. On s'arrête au Nigeria où le nord du pays est confronté à l'insécurité causée par les groupes djihadistes et les bandes criminelles. Et selon le Programme alimentaire mondial, ce regain de violence fait bondir la faim à un niveau inédit depuis 10 ans. Plus de 3 millions de personnes souffrent d'une insécurité alimentaire aiguë, dont 10 000 sont confrontés à une faim catastrophique. Écoutez le récit de Awa Diouf. Dans cette clinique de l'État de Borno au nord du Nigeria, des enfants sont examinés et soignés contre la malnutrition. Borno est l'épicentre du conflit djihadiste qui secoue le pays depuis plus de 15 ans. 3 millions de personnes y souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, dont près de 10 000 sont confrontés à un niveau de faim qualifié de catastrophique par le Programme alimentaire mondial de l'ONU. Et les premiers touchés par cette crise humanitaire sont les enfants. Parfois, nous restons affamés pendant 2 nuits. À d'autres moments, nous n'avons qu'un seul repas. Et quand les enfants continuent à avoir faim, il est difficile de rester là parmi eux, éveillés sans rien. C'est ainsi que j'ai mis au monde ce bébé dans cette situation de dénuement total. Le nord-est du Nigeria reste en proie à l'insécurité, entre les attaques des groupes djihadistes et les violences des bandes criminelles locales qui multiplient les enlèvements et les raids contre les villages. À cela s'ajoute le gel d'une partie de l'aide américaine et la diminution des contributions de plusieurs pays occidentaux qui ont fortement réduit les capacités d'intervention des organisations humanitaires. À travers tout le nord du Nigeria, nous constatons une hausse et une propagation des attaques d'insurgés et de la violence. Des familles sont contraintes de quitter leur foyer et il devient de plus en plus difficile pour le PAM d'atteindre les personnes qui ont un besoin urgent d'aide alimentaire. Malgré les efforts des autorités pour répondre à l'instabilité persistante dans le nord-est, les ONG estiment que les moyens déployés restent insuffisants face à l'ampleur de la crise.
4 nouveaux sites africains ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO le week-end dernier, parmi lesquels 6 médinas séculaires des Comores, construites pour certaines dès le XIIe siècle le long des routes commerciales de l'océan Indien. Ces 6 médinas, dont 4 se trouvent sur l'île de la Grande Comore et 2 sur celle d'Anjouan, sont les premiers sites des Comores à rejoindre la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Laurent Bersécher. Leurs pierres millénaires et leurs portes sculptées témoignent de la grandeur de l'architecture swahili et de la puissance des anciens sultanats de l'océan Indien. Aux Comores, 6 médinas, bâties pour certaines au XIIe siècle, sont désormais inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une reconnaissance du rôle central de l'archipel dans la formation d'échanges culturels et commerciaux entre le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie, saluée par le président comorien. Pour les Comores, cette inscription dépasse la seule fierté patrimoine. Elle est une affirmation de souveraineté sur notre propre récit, celui d'un archipel qui, loin d'être à la marge des grandes routes de l'histoire, en a longtemps été un carrefour actif, un lieu d'échange, de savoir, de gouvernance raffinée. Situés sur les îles de Grande Comore et d'Anjouan, ces cités-États sont les premiers sites du pays à rejoindre la prestigieuse liste de l'UNESCO. Ces médinas sont constitués de palais, de mosquées et de places publiques, intégrés à un réseau d'étroites ruelles et entourés de murailles de défense. Et si certaines sont encore peuplées aujourd'hui, toutes se trouvent dans un état précaire. Les associations de conservation espèrent que leur reconnaissance par l'UNESCO permettra de mieux préserver ces sites anciens. Ce qu'il nous faudra, c'est une stratégie nationale ambitieuse. Nous, on pense qu'il y aura un développement du tourisme culturel, historique et architectural, la préservation du patrimoine et la valorisation du savoir-faire local. 3 autres sites africains ont également été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO ce week-end. La ville bleue de Sidi Bou Saïd en Tunisie, le parc national de Boma au Soudan du Sud et les plantations de Sao Tomé et Principe. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue.